C'est ça. C'est bon, Myriam, tu peux y aller. Bon, rebonsoir à tout le monde et bienvenue à cette dernière table ronde de cette édition de Babylika. Bon, je suis très contente d'être là comme l'année dernière. Je suis Mialine Pierre, je suis éditrice chez Leg Éditions et en parallèle, je suis doctorante au sein du laboratoire LIS et de l'Université Paris-Créteil et de l'École universitaire de la recherche du Grand Paris et UFRAP. Bon, ce soir, notre table ronde, nous allons essayer de faire une table ronde sur les fictions du féminisme et les fictions du féminisme dans les romans haïtiens. Bon, nous allons essayer de poser des questions autour non seulement du féminisme de manière générale, mais c'est surtout sur le féminisme haïtien, mais c'est surtout dans la littérature haïtienne. Peut-être qu'il y aura des ouvertures, mais qui n'est pas grave. Bon, avant de commencer avec la table ronde, j'aimerais remercier non seulement nos invités, et ainsi l'Alliance internationale de l'édition indépendante pour cette tenue de cette quatrième édition de Babilica, qui donne à chaque fois le privilège de faire des discussions non seulement autour de l'édition, sur des thématiques qui nous sont très chères, et puis non seulement de faire des lectures et aussi des rencontres professionnelles. Merci Camille, merci Laurence. Bon, cet après-midi, bon, ce soir pour moi et, et cet après-midi pour et pour les deux chercheuses, nous allons recevoir deux chercheuses universitaires et un chercheur universitaire. Il s'agit bien de Sabine Lamour. Elle est docteur en sociologie. Ses recherches portent explorent, pardon, sur les intersections entre genre, race et colonialité avec un intérêt particulier pour la déconstruction du genre, de la figure du potomitan dans la société haïtienne. Maintenant, elle est professeure à l'Université Ottawa au Canada. La deuxième chercheuse, il s'agit bien de Marie Larose. Elle est professeure adjointe à Dartmouth College aux États-Unis. Ses recherches adoptent une approche multidimensionnelle qui s'appuie sur divers cadres théoriques, notamment sur les études de genre, et la théorie postcoloniale, la psychanalyse, la critique littéraire et la théorie narrative. Pour le moment, elle développe actuellement des archives numériques consacrées aux contes populaires et créole français des Caraïbes et travaille également sur une monographie qui explore les thèmes de la violence familiale sur les écrits d'Ananda Devi et Marie Ndiaye. Et en troisième lieu, on aura Delorme son petit frère, qui est non seulement éditeur chez les Éditions, il est doctorant en langue et littérature française à l'Université Paris-Créteil. Son travail de recherche porte sur la relation corps et politique de la fiction haïtienne contemporaine à partir des œuvres de trois autrices, à savoir Marie Vieux-Chauvet, et Yannick Laens et Kate Limas. Bon, je vais lancer la première question à propos. Bon, avant, nous allons essayer de découper notre temps de parole en trois parties. Dans la première partie, nous allons essayer de parler du féminisme haïtien, et puis le rapport entre le féminisme haïtien et la littérature haïtienne, et en dernier lieu, l'édition l'édition par rapport et au mouvement féministe. Bon, la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur le féminisme haïtien? Maintenant, immédiatement, on parle du féminisme haïtien. Est-ce qu'il y a des noms qui marchent avec? Est-ce qu'il y a des grands mouvements? Ou bien, bon, est-ce que est-ce que, immédiatement, on dit le féminisme haïtien, est-ce qu'il y a une histoire qui marche avec? Bon, je sais pas qui veut commencer avec cette première question. Vous êtes libre. Est-ce que c'est Sabine? Est-ce que c'est Delormeson? Je laisse la main. Alors,
Alors, quand on pense aux féministes, je vais dire quand on pense aux féministes haïtiens, moi, je pense à Madeleine Sylvain Bouchereau qui fonda la Ligue féminine d'action sociale d'abord, mais je pense qu'on peut aller encore plus tôt avec la révolution haïtienne. On peut citer des personnages comme Dédé Basile, Catherine Flon, Jeanne Lamartinière, qui ont eu des rôles majeurs dans la révolution haïtienne. Mhm. Mais pour moi, c'est plus que ça. Pour moi, le féminisme, ça revient à ma famille, aux femmes de ma famille. Ouais, c'est que ce sont des femmes qui sont des modèles pour moi et qui ont su tracer leur chemin dans une société profondément patriarcale. Ça, c'est ma réponse. Quand on parle de féminisme, c'est ce qui me vient en tête. Bon, Sabine? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie. En général, quand on parle du féminisme haïtien, on a tendance à se référer à 1934. Pour Mhm, moi, je considère les femmes de 1934, c'est-à-dire avec la fondation de la première organisation féministe haïtienne, la Ligue féminine d'action sociale, on a tendance à considérer que le féminisme haïtien a commencé avec ces femmes-là. Mais pour moi, ces femmes-là, ce sont des héritières, au même titre que je mhm, me considère comme héritière du féminisme haïtien. Parce que, et moi, je suis en train de travailler sur une généalogie du féminisme haïtien et je commence dès le soulèvement de 1791 qui lance la révolution haïtienne qui pour moi est un moment aussi fondateur du féminisme haïtien parce que on y voit la lutte contre l'esclavage, bien sûr, mais aussi une lutte très discrète aussi. Mais bon, c'est pas discrète, mais une lutte qu'on ne prend pas en compte, celle des femmes mhm, pour exister autrement. Parce que pour moi, ce n'est pas un hasard si Cécile Fatima se trouve au cœur de la cérémonie du bois caïman. mhm, Par sa présence, elle imprime aussi une marque profonde à ce moment décisif. Elle ne se tient pas en marge de l'histoire, elle préside la cérémonie à côté de Duty Bookman. Et ça me rappelle aussi que les femmes ont toujours été là, à la jeunesse de la fondation du politique qui a permis l'avènement de la nation mhm, haïtienne. Et pourtant, cette part historique est souvent écartée. Sur le plan contemporain, effectivement, quand on parle du féminisme haïtien, mais il y a d'autres femmes aussi. Et après Cécile Fatima, on a que je considère comme des proto-féministes, mhm, c'est-à-dire de manière anachronique, je ne peux pas dire que ces femmes-là sont des féministes parce qu'à l'époque, on n'avait pas la même acception du mot, ou peut-être ce mot n'existait même pas. mhm, Et par exemple, on prend une figure comme Sanit Belair, une figure comme Marie-Sainte-Dédé Basile, et bon, qu'on en général qu'on appelle défilé, moi, ce que mhm, je rejette comme une hypothèse, pour moi, elle n'est pas folle, c'est une forme de disqualification justement du geste qu'elle avait posé en ramassant les restes du père de la nation, mhm, Dessalines. Ensuite, on a Madame Pajot, on a plein d'autres femmes. Et même avant les femmes de 1934, on doit considérer l'action des femmes de l'Union patriotique qui annonce 1934. Parce que ce sont les femmes qui étaient des mères, des filles et qui vont créer plus tard la Ligue féminine d'action sociale. Quand on prend Eugénie Malbranche-Sylvain, qui est la mhm, mère de Madeleine Sylvain Bouchereau et la mère mhm, de Suzanne et Cormier Sylvain, à ce mhm, moment-là aussi, on fait face à des femmes et qui ont apporté aussi quelque chose dans la construction du mouvement féministe et particulièrement qui ont posé la question du corps, puisque ce sont ces personnes-là aussi qui, à un certain moment, vont poser la question des violences sexuelles que les marines faisaient à l'encontre des femmes haïtiennes entre 1915 et 1934, au moment mhm, de la première occupation américaine. C'est-à-dire la question du corps était déjà là. Et on ne peut pas se dire citoyenne après, en 1934, et faire de la participation politique et un élément fondamental de la lutte de la Ligue féminine d'action sociale sans se considérer, pour se considérer comme citoyenne, on doit habiter, d'après moi, un corps. Et c'est ce corps-là, c'est un débat qui a eu lieu depuis 1915 et après on a eu le débat après 1915 en 1934. Et ensuite, on a eu la période du valliérisme, même si c'était dans la clandestinité, les femmes ont toujours lutté. On a des figures comme par exemple Ghislaine Charlier et des figures comme Yvonne Hakim Rempel. Et ensuite, il y a le moment du renouveau du féminisme haïtien le 3 avril 1986 avec la chute de la dictature, puisque ce sont les femmes qui, en tant que premier groupe et catégorie politique, sont apparues sur le devant de la scène mhm. pour porter une revendication pour dire que les femmes ont leur place dans la dynamique politique en Haïti.
Et à ce moment-là aussi, on a d'autres figures, mais des figures qui sont un petit peu moins connues comme Denise Fabien, qui est la femme qui a lancé la manifestation du 3 avril avec d'autres. Il y a ensuite, on a eu tout le moment qui est le moment vraiment contemporain entre 2004, entre 1990 et jusqu'à 2010, où on a eu des figures et comme Magali Maslin, comme Myriam Merlet ou bien Anne-Marie Coriolan, qui est la fondatrice de la SOFA. Et là, actuellement, on a d'autres organisations qui sont des organisations qui sont apparues après le séisme, avec des figures qui sont aussi des figures publiques du féminisme haïtien. Jean Ouais. Bertrand, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bien ajouté, voilà. Puisque je pense que à titre de féministe, de sociologue et militante féministe, Sabine a en quelque sorte fait toute l'histoire du féminisme haïtien. Et je pense qu'elle a opté pour un parti pris vraiment haïtien, puisqu'elle a campé le féminisme haïtien en fonction des réalités qui sont propres à Haïti. Puisque s'il faut croire ou bien partir du principe que le féminisme dans l'ensemble ou d'un point de vue général, c'est un mouvement qui s'est proposé de défendre le droit, l'émancipation des femmes. Donc là, c'est le féminisme purement et contemporain. Et dans le cas d'Haïti, effectivement, et c'est l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Et le féminisme haïtien, c'est pas un féminisme qui est né à partir du féminisme mondial. C'est vrai, plutôt, je dirais plutôt que ça n'a pas suivi le courant mondial, puisqu'il y a eu des spécificités qui sont propres à Haïti qui ont été et qui jusqu'à aujourd'hui sont prises en compte, mais et c'est important de le placer dans le contexte haïtien. Donc, j'ai suivi avec attention et je dirais, si j'appellerais ça, cette segmentation ou cette périodisation que Sabine a apportée dans sa présentation et que je partage et également, puisque généralement on parle dans le féminisme occidental, et on parle surtout de vague, qui est un terme utilisé dans le contexte états-unien pour périodiser l'histoire du féminisme en français. Première vague, 1930, euh, qui, dont l'objectif était de réclamer l'égalité juridique et politique par l'obtention du droit de vote. La deuxième vague dans les années 60, qui, c'était plutôt accentué sur la lutte contre le patriarcat et la défense des libertés. La troisième vague dans les années 90 portait sur la liberté sexuelle et la quatrième qui est l'utilisation du numérique qu'on fait aujourd'hui dans le féminisme. Alors qu'en Haïti, et moi, j'ai plutôt tendance à parler de moments en lieu et place de vagues, de moments. Donc, comme Sabine l'a fait, le premier moment du féminisme haïtien, bien que, et on est d'accord que le féminisme en Haïti, ça n'a pas commencé avec 1934, parce que s'il faut aller effectivement dans l'histoire, la révolution haïtienne, bien avant même la révolution haïtienne, avec la cérémonie du bois à Caïman, qui est en quelque sorte la première grande euh, euh, quel terme utiliser, c'est la première convention ou le premier congrès et qui a été réalisé dans toute l'histoire d'Haïti. Eh bien, et la participation, comme l'a dit, de Fatima, ça a joué un rôle clé. Maintenant, le féminisme de la Ligue, qui a commencé avec la Ligue, ça a porté d'abord sur le respect des droits civiques et des femmes. Donc,
Ça, c'est le premier moment du féminisme haïtien. En fait, proprement dit, d'après les archives, ce qui est écrit, ce qui est pris en compte dans les archives. Et puis, le deuxième moment, c'est l'exigence de la parité politique. Quand Sabine parle, par exemple, de la date du 3 avril 1986, ça, c'est fondamental parce que c'est une manifestation qui a, si ma mémoire est bonne, réuni, Sabine peut me corriger, plus de 3 000 femmes, c'est ça, dans 30 les 000. rues. 30 Hein? 000. Ça fait 4 plus 000? de 30 000. 30 000. 30 000, pardon, oui, 30 000, je voulais dire, 30 000 femmes et, euh, et qui ont pris le béton, si ça se dit, hein, qui ont envahi les rues et pour la question non seulement, parce que c'est la fin de la dictature, non seulement de la liberté de la parole, mais également pour la question de l'exigence de la parité politique. Après, d'autres problématiques vont apparaître, d'autres questions, par exemple, à partir des années 2001, et la problématique de la paternité responsable. Et aujourd'hui, ce que je qualifierais du quatrième moment, c'est la question de la liberté sexuelle et qu'on peut circonscrire dans les années 2010, par exemple, avec la naissance de plusieurs mouvements féministes qui se proposent ou qui se donnent comme leitmotiv ou objectif de questionner les normes hétérosexuelles, l'ordre normatif par exemple. Donc voilà en gros moi ce que je dirais en termes d'historique, si vous voulez, de présentation dans la continuité des deux premières interventions en ce qui concerne le féminisme haïtien. Mais il faut dire que, bon, comme tu vas arriver, Merlin, sur la question du rapport et, euh, et féminisme et littérature, je pense que je pourrais éventuellement en parler davantage. Bon, dis donc, c'est-à-dire on doit retenir en 1934 que le féminisme a commencé de façon officielle en 1934, c'est ça? D'après ce que vous avez dit? Bon, on va dire Euh, qu'un un féministe, bon, on a des archives, on a des écrits pour ce féministe-là, mais si on Mhm. regarde, par exemple, quand on parle de féminisme, moi-même, et tout mon combat, bon, tout mon plaidoyer, je vais dire, c'est pas plus un combat, c'est pour dire que c'est pas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer les gestes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer certaines paroles, certaines manières de faire comme relevant du féminisme. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, on doit uniquement ramener le féminisme haïtien à une certaine classe sociale? Parce que Mhm. quand on parle de 1934, c'est dire aussi qu'il n'y a que les femmes de la bourgeoisie. C'est parce qu'à un certain moment, ces gens-là avaient un capital culturel qui était un capital culturel dominant et que ces personnes-là avaient laissé des archives. Est-ce qu'on peut parler, pourquoi est-ce qu'on ne va pas considérer, par exemple, le geste de défilé? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas considérer le geste de Sani Belair, donner sa vie pour une cause, le geste de Cécile Fatima, présider un congrès politique? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas considérer ces gestes-là? C'est-à-dire l'ordinaire de la vie des femmes, comme Mhm. avait expliqué Marie. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre en compte l'ordinaire de la vie des femmes, puisque on ne prend pas en compte si on fait du féminisme ou pas quand on est dans ce genre de situation, mais pourquoi est-ce qu'après coup, quand on interprète, on ne peut pas ramener tous ces gestes-là à ce qu'on peut appeler un héritage féministe ou bien un héritage féminin et comment est-ce qu'on va intégrer tout ça dans ce que j'appellerais la bibliothèque féministe haïtienne. Tout à fait, Sabine. Donc, voilà pourquoi il est important de penser à je ne dirais pas réécriture de l'histoire du féminisme, mais plutôt à faire entrer dans ce qu'on a comme archive, comme histoire du féminisme, à faire entrer tous ces éléments-là et tenir compte non seulement de la participation et politique des femmes dans le Congrès, mais également tenir compte du fait que euh, euh, et
tenir compte aussi du fait que on écrit toujours ou bien souvent l'histoire avec des présupposés idéologiques. Voyez? Donc, c'est pourquoi il faudrait penser à cette, euh, à cette réécriture de l'histoire du féminisme haïtien en dehors des présupposés idéologiques et des stéréotypes euh, qui ont toujours créé une certaine distance, si vous voulez, qui ont créé une certaine distance dans la représentation qu'on fait généralement du sujet haïtien dans les rapports, vous voyez, et qu'il s'entretient, je parle du sujet haïtien de façon générale, dans l'espace social et même politique. Ok. Bon, juste une dernière question avant de terminer avec ce premier tour de table. C'est juste pour vous taquiner. Est-ce que le féminisme a bonne presse en Haïti? Est-ce que, immédiatement on dit féministe en Haïti, est-ce que les Haïtiens comprennent qu'est-ce que ça veut dire être féministe? Moi, je Bon. C'est juste pour vous taquiner, quoi. Non, mais moi, je pense que Marie a déjà apporté un élément de réponse. Parce que quand on se dit féministe aussi, c'est dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'on se comporte. Dans certaines situations, comment est-ce qu'on se comporte? En Haïti, il y a un mot que j'aime bien, c'est, je dis, l'adresse femme. Quand on parle de l'adresse femme, on parle de l'agentivité des femmes haïtiennes. Si on parle de l'agentivité, c'est qu'à un certain moment, on reconnaît aussi que face à l'adversité, il y a une manière de dépasser cette adversité aussi avec dignité. Du coup, quand on parle de féminisme en Haïti, pour moi, c'est dans les gestes, c'est au quotidien. C'est-à-dire, se dire féministe, c'est prendre une position politique. Mais, par exemple, moi, comme l'a bien souligné Marie, pour moi, en termes de personne qui, dans sa vie au quotidien, bon, va se comporter comme qui ne se dit pas féministe, qui pour moi rappelle le féminisme. Ma grand-mère, c'est ma mère, c'est ma tante. Ce sont ces gens-là. Mais à un certain moment, ces gens-là vont dire, mais non, moi, je ne me considère pas comme féministe. Mais ils ont laissé quand même un héritage qui est un héritage discret. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui m'ont autorisé aussi à mettre un mot sur cette manière de faire. Moi, je dirais qu'il n'y a pas plus grand féministe que ma grand-mère. Vous voyez, parce que moi, Bon, parce que moi, jusqu'il n'y a pas une revendication politique de la question, Ouais. de voilà, la tout chose. à fait. Parce que moi, j'ai été élevé par des femmes et parmi des femmes en fait, j'ai été élevé par des femmes, vécu parmi des femmes, vécu et grandi parmi des femmes et éduqué par des femmes voyez? Donc, tout autour de moi, c'était des femmes. Et ce qui fait que tout ce que j'ai acquis en termes d'héritage, de capital symbolique, a rapport avec le vécu que ces femmes m'ont transmis, avec les valeurs que ces femmes m'ont transmises. Et c'est ce qui fait que moi, je suis et aujourd'hui très intéressé à la question féministe et aux questions qui relèvent du sujet féminin et entre parenthèses même de la féminité. Hein. Et c'est ce qui aussi, à partir du regard que je porte et je pose sur les femmes, que je m'autorise à me considérer comme féministe parce que j'ai des valeurs que je cultive et d'autant plus que je travaille sur la question. Vous voyez? Donc, quand on dit féministe ou féminisme, quand on en parle probablement et peut-être en Haïti, ça sonne pas de la même façon dans toutes les couches sociales, parce que c'est non seulement lié à une pratique, mais c'est aussi ça, c'est lié à une éducation. Vous voyez? Une éducation.
Donc voilà. Et toi, Marie-Laure, tu veux ajouter quelque Alors, chose? c'est assez comique parce que quand on parle de féministes en Haïti, on a l'impression que certains disent que c'est une sorte d'importation de l'Occident. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on, si on parle de l'idée du féminisme, celle de la lutte pour l'égalité des sexes, c'est pas une invention occidentale parce que on vient de sociétés. La société haïtienne, c'est une société marquée par l'esclavage, le colonialisme, les structures plantationnaires. Alors, ce que je pense, c'est que les femmes ont toujours dû prendre des responsabilités elles ont dû se battre pour exister. Alors, pour moi, l'Occident n'a pas inventé le féminisme, il l'a juste nommé. En Haïti, le féminisme a toujours existé sans avoir un mot. On nomme pas. Les Occidentaux aiment nommer les choses. Et c'est pour ça qu'ils s'approprient certains concepts. Nous, on vit toujours, on vit les concepts. Bon, oui, je suis entièrement d'accord. C'est ce que je pense. C'est mon opinion. Et aussi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Sabine, au sujet des gestes. Parce que pour moi, quand je lis des textes, des récits historiques comme Rosalie l'infâme, l'infanticide, c'est un geste féministe. Mhm. Alors, ça a commencé dans les champs, dans les plantations. Parce que c'est la personne qui choisit de faire qui choisit de faire quelque chose avec son ventre, qui choisit d'enfanter. Et pour moi, J'ajouterais, il y a... Ouais, vas-y. pardon. Oui, Allez-y. par rapport à ce que tu as dit, ce que tu dis au sujet de l'infanticide dans Rosalie, On c'est va non seulement... arriver là, on va arriver, on va arriver. Oui, ne précipitez Oui, pas. non, laissez-moi juste ajouter ça, Merlin. C'est dans la continuité de la rose. Je voulais juste souligner aussi que non seulement c'est un geste féminin, mais c'est aussi un geste politique. Ouais, Vous bien voyez? sûr. C'est un geste politique puisque c'est le geste qui a été, le fait que Brigitte avait choisi de pratiquer l'infanticide, c'est justement pour dire non à l'esclavage, à l'esclavagisation des enfants, et aussi c'est une forme de résistance. Donc, résistance à l'oppression Dans un esclavagiste, contexte donné, dans un contexte bien contexte donné, spécifique. bien Dans un spécifique, voilà. contexte bien spécifique. C'est la Ouais, même chose aussi si on lit Beloved de Toni Morrison, on va... Ouais. ouais. Oui, d'accord. Bon, comme vous voulez parler de la littérature, bon, c'est le On bon est là moment. pour ça. Oui, c'est le bon moment. Bon, ma question va dans ce sens. Est-ce que le féminisme apporte quelque chose à la littérature? Vice-versa, est-ce que la littérature apporte quelque chose au féminisme? Ou bien comment la littérature, bon, spécialement la littérature haïtienne, procède à la mise en œuvre, si je peux dire ça, des idées féministes? Euh, je peux? Oui, allez-y, allez-y. Et moi-même, pour ma part, je pense qu'en Haïti, il existe un lien intime entre féminisme et littérature. Et c'est un lien qui est ancien, fondateur en ce qui concerne le féminisme. Parce que c'est pas quelque chose qui est circonstanciel. On va dire que avec le féminisme qu'on considère comme le féminisme contemporain en Haïti, avec la Ligue féminine d'action sociale, la plupart des leaders de la Ligue féminine d'action sociale, les personnes qui étaient sur le devant de la scène et qui portaient cette organisation féministe, c'était aussi des littéraires. Par exemple, on prend le cas de Cléante Valsin-Desgraves, qui est la première femme romancière haïtienne, qui a écrit Blanche Négresse et Cruelle Destinée. Par exemple, on prend aussi Anne-Marie Déoin et Je non, vois. Anne-Marie Peurbourg et Annie Déoin, et de pseudonyme Annie Déoin, qui a écrit Le Jour. C'était aussi des femmes qui étaient des membres de la Ligue féminine d'action sociale. C'est-à-dire, la littérature a servi comme première base pour les femmes pour parler de leur réalité, pour légitimer leur réalité et faire passer aussi des revendications en Haïti. C'est-à-dire, ce lien intime-là, c'est un lien qui existe
longtemps entre la littérature et le féminisme. Et même si on ne regarde pas du côté des femmes, si on prend le roman qui est le roman de Justin Lérisson, qui est Zun chez Sanenen, on va dire aussi que c'est ce roman qui a donné le champ lexical qui concerne la question des violences sexuelles en Haïti, Mhm, plan contemporain. mhm. Kadé Jacquet. D'accord. Tout ça, ce Mhm, sont des mots qui ont été amenés par la littérature. Quand on prend le roman Marie-Lise, par exemple, pour moi, quand je parle de Potomitan, c'est le roman qui décrit le mieux. C'est un roman qui a été écrit depuis 1900, au tout début du XXe siècle, mais c'est le roman qui pose aussi la question de femme Potomitan, qui pose la question de sororité. Tout ça, au sein de la littérature haïtienne, on va trouver plein de pièces qui va apporter aussi la question des femmes qui va et dans le sens, est-ce qu'on ne peut pas légitimer ces réalités-là? Est-ce qu'on ne peut pas légitimer le vécu des femmes? Et plus tard aussi, toujours au sein de la Ligue, on a une personne comme Marie-Thérèse Colimon-Hall avec son mhm. texte Fils de misère. Comme ça. On a aussi Paulette Pougel-Loyol avec Madame Mariée, Haute Nouvelle et Passage qui pose la question de la prostitution. Bon, à partir de notre gars, autre que Jacques-Stéphane Alexis, par exemple, qui a fait son roman bien avant D'accord. et Paulette Pougel-Loyol, mais il y a toujours ce lien-là, que ce soit en termes de poèmes et de poésie, que ce soit en termes de dramaturgie aussi. Il y a beaucoup de pièces de théâtre. Il y a la pièce de Jeanne Pérez, Sanit Belair, l'héroïne de Sanit Belair, par exemple, c'est un élément fondamental aussi dans une reconsidération de Sanit Belair à partir d'une perspective qui est une perspective à la fois féministe, féminine pour dire voilà comment est-ce qu'on va appréhender ces figures-là qui sont des figures héroïques et qu'en général, on ne parle pas de ces femmes-là. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce sont des femmes qui, sans revendiquer quoi que ce soit, vont faire en sorte à Mhm, réintroduire ces femmes-là dans la dynamique et de réflexion sur l'histoire d'Haïti via la littérature. C'est-à-dire que ce soit la question de couleur et de la question du coloris au sein de la société haïtienne avec Cléante Valsin-Desgraves dans son roman Blanche Négresse, le mhm, questionnement du mariage avec tous ces auteurs-là, je pense qu'on ne peut pas nier le lien qui existe entre féminisme et littérature. C'est-à-dire, ces femmes-là ont mobilisé la littérature pour légitimer les mhm, réalités des mhm, femmes et faire en sorte à ce que ces réalités-là soient audibles au sein de la société haïtienne et en même temps aussi, elles ont donné de l'épaisseur mhm, à ce sujet féminin au sein de la société haïtienne en mettant en avant et leur vécu au sein de la littérature, en expliquant aux autres, voilà, que ce soit, bon, par exemple, même si je parle un petit peu plus à partir de la Ligue, mais beaucoup d'auteurs qui étaient des auteurs masculins ont fait aussi ce même travail avec des figures féminines, qui sont des figures centrales dans la littérature depuis le début du XXe siècle. Marie-Laure? Alors, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec Sabine. Alors, je pense que, Excuse-moi, moi, je ne suis pas littéraire, je suis sociologue, ouais, juste. parce que je pense que c'est grâce au texte de ces autrices-là qu'on a pu entendre la voix de certaines femmes, de certaines personnes marginalisées. Et ce qu'elles ont permis de faire, c'est aussi d'aborder des sujets tabous dans la société haïtienne. Quand on parle d'autrices comme Nadine Magloire avec le sexe mythique, on parle même de Kathleen Mars avec Fardeau, et on peut même parler de Marie-Vieux Chauvet avec Amour, colère, folie. Elle parle de désir féminin. Avant ces femmes-là, oui, on parlait d'érotisme. Il y a l'érotisme dans la littérature haïtienne, mais ce qu'on voit, c'est que cet érotisme est réservé à certains auteurs, des hommes. Par exemple, La Ferrière, avant La Ferrière, Despestre, Roumer. Mais ces femmes écrivaines, ce qu'elles font, c'est qu'elles parlent du corps. Et elles parlent du corps de la femme et de ses besoins. Mhm. Et ce que la littérature permet, c'est de contrer le silence et elle nous montre de différentes manières d'être femme.
Parce qu'on a cette image de la femme bourgeoise, bien élevée, pure. Et dans ces textes, quand on les lit, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas une seule manière d'être femme. Être femme, ce n'est pas incarner un idéal figé. Et certaines fois, ces femmes, on est d'accord avec ces personnages, on est d'accord avec ce qu'elles font, et certaines fois, non. Et le féminisme tel qu'il apparaît dans leurs œuvres n'est pas un modèle unique à suivre, mais une diversité d'expériences à accueillir. Alors, en tant que lectrice, ce que je retiens surtout, c'est tout simplement c'est l'empathie. On devient empathique à certaines situations des personnages. Parce que vous savez que dans notre société, on aime juger. Mhm. On aime surtout juger et la littérature permet de comprendre l'autre. Comprendre l'autre femme de différentes classes sociales et de différents niveaux d'éducation. Tu as un message, tu veux ajouter? Oui, le rapport entre littérature et féminisme, c'est un rapport frontal. Ça, surtout en ce qui a trait à la littérature haïtienne, ça saute aux yeux. Vous voyez? Et c'est pourquoi je crois qu'il est important. Et le terme, en fait, la formulation même de la table ronde, je pense que ça met déjà, ou du moins ça dit déjà, tout de cette relation qui existe entre les deux. Par exemple, quand on parle euh, des écritures en fait, des fictions du féminisme ou les écritures du féminisme, pour moi, ça renvoie à une écriture qui propose à partir d'un prisme féminin, une forme qui propose une forme de mise en fait, une forme de scénographie, je dirais, de la situation et de la condition féminine dans la fiction confrontée aux violences qui sont à l'œuvre dans les sociétés à prédominance patriarcale. Donc, les écritures féminines euh, euh, permettent de, de mettre, en fait, la littérature permet de mettre en scène euh, la condition féminine, le sujet, la figure féminine. Donc, cette mise en scène de la condition féminine, ça constitue une manière d'interroger euh, je dirais, à la fois les rapports de pouvoir et les logiques de domination auxquelles sont soumises les femmes. Vous voyez? Donc, de plus, de plus le sujet, euh, de plus, cette littérature, ou du moins cette fiction du féminisme, cette mise en scène que la littérature permet de faire du féminisme, et elle participe à une réhabilitation du sujet féminin dans la fiction. Parce que les autrices, euh, si souvent ce sont des écrivaines qui participent de cette démarche, euh, 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 à travers leurs œuvres, elles permettent d'attribuer une fonction et aussi des caractéristiques qui déconstruisent les stéréotypes construits par l'imaginaire à l'endroit des femmes. Donc, on pourrait par exemple prendre l'exemple d'autrices comme Marie Vieux-Chauvet, Yannick Larens ou et Evelyne Trouillot pour illustrer le propos. Par exemple, par leur façon de déconstruire les préjugés qui sont liés au corps, le rapport aux sexualités, la représentation des femmes et l'usage fait de son corps comme espace d'investissement du pouvoir et de la violence. Donc, ces autrices-là, et par cette représentation qu'elles en font, elles jettent le trouble dans le genre. Donc,
c'est pour elle une façon de questionner les pratiques euh, 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 de l'ordre social, de l'ordre normatif, je dirais. L'exemple du roman Fado de Kathleen Mars, par exemple. Donc, dans son roman Fado, par le biais de son héroïne Anaïs Frida, qui est en quelque sorte le double, Frida qui est en quelque sorte le double d'Anaïs, elle revendique son droit à la liberté et rejette les stéréotypes. Donc, dans ce roman, Kathleen Mars, elle propose une autre manière de regarder le corps de la femme. Son corps ne doit pas être un corps fonction, un corps machine qui est destiné à procurer non seulement du plaisir à l'homme, mais qui est également attaché euh, à la maternité, donc à la reproduction. Donc on le voit à travers le personnage Anaïs qui devient Frida, à partir du moment où son époux Léo constate qu'elle ne peut pas tomber enceinte, qu'elle ne peut pas lui donner un enfant, il décide de partir. Et à ce moment-là, Anaïs, quant à elle, elle décide de prendre la direction de sa vie et d'apprendre à connaître son corps et à être vraiment ce qu'elle est. Dans l'autre, on aurait pu aussi prendre, on peut prendre aussi l'exemple d'un autre roman de Kathleen Mars sur Je suis vivant, par exemple, qui revient sur ces mêmes questions en mettant en scène une figure féminine queer. Donc, ce qui est pour moi une manière de s'attaquer aux normes de genre. Vous voyez? Donc, et montrer en quoi les violences du genre constituent un frein à la liberté sexuelle et à l'épanouissement du sujet féminin. Donc, dans ce roman, on voit son héroïne, Marilyn, la fille de la famille Bernier, qui a été élevée selon des normes de l'éducation traditionnelle. Après euh, plus d'une cinquantaine d'années, elle s'est rendue compte qu'elle était bornée et n'avait aucune connaissance de son corps. Vous voyez? Donc, à un moment, quand elle croise Nora, son modèle, c'est elle qui va lui permettre de découvrir effectivement qui elle est. Il y a un passage il y a un passage dans ce roman et que l'on pourrait même mettre en relation avec l'autre roman, Fado de Kate Mars, où elle dit, finalement, il est bon d'être une femme, de ne pas avoir à assouvir les exigences d'un sexe raide dès petit matin, ne pas être esclave de la bande PIS et toutes les autres bandes de toutes les autres heures du jour et de la nuit qui se dressent au parfum d'un jupon, au galbe d'un mollet, au poil qui pointe discrètement sous une aisselle. Donc, vous voyez, donc voilà un extrait où on voit que il est remis en question, il a été remis en question non seulement l'éducation traditionnelle qui a été donnée à Marilyn, mais en même temps, quand elle prend conscience que la femme ne doit pas être un objet, une machine, elle n'est pas cantonnée dans un rôle sexuel ou une fonction propre. Vous voyez? Donc, il y a un autre aspect qu'on aurait pu considérer, c'est la réhabilitation du sujet et du personnage féminin dans le récit. Donc, à partir de ce prisme féminin que les autrices ont adopté, donc, elles ont pu mettre en relief, euh, euh, elles ont pu réparer, je dirais, par le biais, par exemple, du genre du roman historique, certains torts de l'histoire à l'égard des femmes. À titre d'exemple, Rosalie l'infâme, la danse Rosalie l'infâme d'Evelyne Trouillot ou la danse sur le volcan de Marie Vieux-Chauvet, par exemple, ce sont des récits qui ont replacé le personnage et le récit féminin dans le récit historique en mettant en avant le rôle que les femmes ont joué dans la Révolution haïtienne. Donc pendant longtemps,
les femmes, elles ont été absentes de l'histoire d'Haïti et de la Révolution. Vous voyez? Donc, voilà, donc c'est, ces deux prismes sont importants et euh, c'est le fait, c'est le prisme féminin qui a permis à ces autrices-là de réaliser ces exploits, cet exploit, je dirais, pardon. Et si vous voulez, on pourrait même prendre l'exemple, revenir à Chauvette, prendre l'exemple de Minette, le personnage de la danse sur le volcan, et Lisette, Brigitte, ces personnages dans Rosalie l'infâme, ce sont des actrices clés qui ont pour fonction de, je dirais, décentrer le regard qui est généralement porté sur les femmes dans cette révolution. Donc, le Mais combat qu'elles ont mené, c'est, oui, je pense que avec Stella, ce travail, Stella, c'est le premier roman haïtien, c'est ça, je crois. oui, Je pense que déjà avec Stella, ce travail est déjà amorcé dans Stella comment Bergeau, ça- avec Bergeau déjà, et en mettant Stella au centre et de la réflexion sur et sur la révolution haïtienne. Mais je pense à un certain niveau, quand on prend Rosalie l'infâme ou la danse sur le volcan, et même le livre d'Emma de Marie-Célie Agnan. exactement le livre d'Emma de Marie-Céliania, je pense que là, il y a il y a une façon beaucoup plus et d'approcher la question en donnant plus d'envergure aussi aux personnages féminins dans ces romans-là et de montrer la place centrale des femmes dans toutes ces dynamiques-là qui sont des dynamiques décisives pour, 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 pour définir une voie de sortie pour la nation haïtienne à un certain moment, particulièrement dans la danse sur le volcan. Et je pense que Marie Chauvet a récidivé un petit peu aussi dans Rapace, avec son personnage qui, dans ce roman-là aussi, est un personnage clé et qui lutte contre la dictature des Duvalier aussi. Au fait, oui, Sabine, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que moi, en fait, je ne pense pas qu'on peut considérer Stella tout à fait comme étant un roman qui a amorcé véritablement, dans la mesure où euh, le personnage Stella, Bergeau a fait de ce personnage, euh, c'est pas un personnage au même au même Ali, titre, je suis par d'accord. exemple, que Ninette ou Lisette ou même Brigitte, parce que Stella est présentée comme étant une déesse. Donc, c'est pas un personnage et qui l'exploit que Stella a réalisé, qui a été réalisé dans le roman même comme exploit, c'est pas d'une force naturelle. Donc, c'est le surnaturel, c'est le pouvoir, et c'est à partir des pouvoirs dont elle disposait qui fait qu'elle a pu accompagner les deux personnages, Rémulus et Rémus, dans leur combat contre le colonialisme. Donc, je trouve que le personnage et pour moi, il n'a pas joué effectivement un rôle historique à partir Là, de je suis lui-même, d'accord. à partir de lui-même, même s'il y a cette amorce, mais c'est, est-ce qu'on peut le mettre au même plan Non, non. que, C'est pas la même euh, chose que Rosalie ou Minette vous et ça. voyez? Parce que, si on prend, euh, si on prend, On doit euh, laisser la parole à Marie, hein. Non, 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 ça va. Ça va, j'écoute. ouais, désolé, Marie. Non, 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 ça va. Bon, allez-y, petit frère. Oui, Termine ta réflexion, oui. oui, par exemple, je termine avec Minette, par exemple, qui a pu arriver à chanter à la comédie et Mhm. pendant la colonisation.
c'est à partir de cet élan naturel qu'elle avait, c'est sa voix qu'elle possédait. Et elle a utilisé ce qui lui appartenait effectivement. Vous voyez, sans recourir à des, euh, des artifices Externe. externes. Merci. Euh, et en plus, Minette, elle a lutté aux côtés des généraux pendant la bataille. Vous voyez? Donc, on peut faire ce clin d'œil à Sanette Belair. Mhm. Par exemple, dans la vraie vie, ou même Suzanne Louverture. Vous voyez? De même, Lisette, elle a aidé dans la préparation du soulèvement dans la colonie. Et on se souvient, dans le roman d'Evelyne Trouillot, qu'elle a servi de relais entre Macandal entre Macandal, les esclaves qui étaient sur l'habitation et d'autres esclaves marrons. Donc, vous voyez, donc, ce prisme-là est adopté par euh, ces autrices et alors, Katia Gauthier a une très belle façon d'en parler. Elle dit que elle parle, j'ai pas la phrase exacte en tête, mais elle parle d'une scénarisation du sujet féminin héroïque. Et ça a permis d'ébranler les préoccupations phallocratiques du roman historique haïtien. Mhm. Avant, on n'a jamais vu de figures féminines euh, euh, qui ont fait l'histoire et qui comptaient dans le roman masculin historique. Non, vous voyez? Et même dans les romans que tu as cités là tout à l'heure, par exemple, même Marie-Lise, qui ne sont pas des romans historiques, mais qui sont plutôt des romans euh, que j'inscrirais dans le courant social, Zune chez Je ne Sanenen, vous voyez, ce pas des romans historiques, certes, mais regardez le rôle ou la fonction qui est attribuée à la femme dans ces romans-là. Bien sûr, il est question de sororité, par exemple. Bien sûr que ça met en relief le courage des femmes quand on parle de femmes potomitan. Mais en même temps, de l'autre côté, ça ne rend pas service à la figure féminine, puisque la femme, est assignée à un rôle social, elle est assignée à la vie domestique, vous voyez, et que ce soit aussi en fait, dans l'autre roman de Justin Lérisson, dans les autres romans de Frédéric Marcelin, par exemple, Thémistocle Epaminondas Labaster, ou bien l'autre roman, je ne sais plus comment ça s'appelle, le troisième, La vengeance de Mama et tout ça. Donc, la femme, elle est cantonnée dans un rôle propre, vous voyez? Alors que dans ces romans-là, dans les romans écrits par les femmes, hein, il y a cette remise en question des préoccupations phallocentriques, pardon. Voilà. Donc, ce sont des écrits qui participent non seulement qui participent d'une forme de résistance à l'oppression des femmes, mais en même temps qui remet en question l'invisibilisation qui est faite et de leur image dans et dans l'histoire, mais en même temps dans la société en tant que telle. C'est Bon, bon? bon, oui, c'est bon. Bon, j'aimerais bien rebondir sur plusieurs points, mais on doit finir. Je passe tout de suite. Bon, bon, au niveau des questions, peut-être on aura le temps de rebondir si on aura le temps. Bon, je passe immédiatement dans la troisième partie sur la question de l'édition et le féminisme. Bon, j'aimerais vous poser la question, et bon, comme je l'ai mentionné, il est éditeur. Bon, à vous deux aussi. Que Camille faut-il, aussi.
Bon, Sabine aussi et Marie Larose, bon, Mhm, en tant que chercheur, en tant que professeur. mhm. Maintenant, ma question, c'est que faut-il lire, comprendre ou bien analyser en tant que lecteur dans une communauté ou bien dans une société à prétention féministe? Bon, cette question, c'est surtout à Dieu leur mission. Est-ce que les éditeurs ont un rôle à jouer dans le mouvement du féminisme haïtien? Je laisse Sabine ou la Oui, Rose parler Sabine en ou Alors, premier la parce que Rose. euh, j'ai beaucoup Rose, parlé la tout à Rose. l'heure. euh, Est-ce qu'on Ouais, est-ce qu'on doit lire? Que faut-il faire ou bien que faut-il lire pour, dans une communauté ou bien dans une société à prétention féministe? et je pense que peut-être qu'il faudrait lire plus de gens comme des sociologues comme Sabine Lamour qui est avec nous, mais aussi je me dis que aujourd'hui, je pense que grâce au travail de chercheurs, de chercheuses, on a accès à des œuvres. On parle plus de d'auteurs ou de sociologues comme Suzanne Commerce-Sylvain, Marie Vieux-Chauvet, Marie-Thérèse Colly-Monrol ou encore Paulette Bourgeois-Auriel. Euh, on voit il y a un début de reconnaissance de la part des maisons d'édition envers ces écrivaines-là, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense qu'il faudrait encourager non seulement les femmes issues de la bourgeoisie, mais aussi celles d'autres milieux sociaux. Parce que la plupart des femmes qui publient sont d'une classe c'est ça. sociale assez élevée. Ouais. Parce que tous ces noms-là, il y a une sorte d'héritage académique. Je pense que ce serait bien d'entendre d'autres voix féministes. Ok. Que ce soit en créole, que ce soit en français, qu'importe la langue. Je pense que les éditeurs ont toujours un rôle à jouer dans les mouvements sociaux. Euh, et le féminisme n'échappe pas à cette logique. Et je pense que ils sont quand même, les éditeurs sont quand même ce qu'on appelle aux États-Unis des gatekeepers. Mhm. C'est vrai. Ouais, parce que sans eux, on peut pas être publié. On va pas être publié. Euh, et je pense que ce serait bien d'investir plus dans la littérature écrite par des femmes. Ouais, parce que chaque année, on voit des écrivains haïtiens qui publient, qui republient. Et désolé de dire ça, mais ce sont les mêmes livres qu'on Mhm. relit. Certaines fois. Oui, bon. Certaines fois, ouais, c'est certaines fois, mais ce sont, on- ce sont des légendes de la littérature haïtienne. Mais je me dis, après 30 ans, 40 ans, Ouais. Place à autre chose. oui, On a envie de j'ai, lire autre chose. oui, moi j'ai envie de lire autre chose. Il faut, Il faut de et nouvelles surtout, voix. oui, et je pense il faut des nouvelles voies et aussi aller au-delà des récits centrés sur la survie ou la violence en Haïti, parce que il y a, il y a, il y a un marché Mhm. sur la pauvreté haïtienne. Et je Mhm. pense qu'il y a des gens ouais, je pense que ce sont des causeurs. Ils profitent de cette misère pour publier. Ok, je comprends. Et toi, Samy? Moi, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne la deuxième question, je pense aussi que les éditeurs ont un rôle, éditeurs et éditrices ont un rôle Mhm, fondamental à jouer dans la réédition de textes. Parce mhm, qu'il y a des textes qu'on ne trouve plus, il y a des textes qui ne circulent plus. Par exemple, les écrits de Suzanne Commerce-Sylvain sont complètement absents dans les rayons, sur les rayons des bibliothèques haïtiennes. Et en même temps aussi, ça fait pas, c'est comme quoi quand on lit ce genre d'auteur, on est dans un ghetto. C'est-à-dire, c'est pour les connaisseurs, c'est pour les gens, par exemple. mhm, Et il y a un texte de Suzanne Commerce-Sylvain, Vieillir à Port-au-Prince. Moi-même, j'étais mhm, même pas au courant de l'existence de ce texte. Et c'est un texte que Brown a emprunté pour moi à Harvard mhm, University. Alors que ce texte mhm, n'existe pas en Haïti, par mhm, exemple. Et Le gros problème, si tu permets, et en Haïti, donc, si tu fais de la littérature haïtienne, de la production haïtienne, presque, moi je le dis souvent, presque toute la production littéraire et sociale haïtienne, elle est disponible dans les bibliothèques des universités à l'étranger.
Ouais, c'est avec du coup, mais c'est ce que j'appelle aussi fuite d'archives. Il n'y a pas uniquement la fuite de cerveau, mais il y a aussi une fuite d'archives en Haïti. Et je pense que ça a un impact sur la production intellectuelle en Haïti. C'est comme quoi, à chaque fois, on a l'impression qu'on est en train de dire des choses qui sont des choses nouvelles, alors que c'est pas vrai. À un certain moment, c'était des choses qui avaient déjà existé. Moi-même, en ce qui concerne les femmes et en ce qui concerne le féminisme haïtien, pour moi, comme en tant que féministe et qui travaille dans une perspective académique et militante, et moi, je me considère comme l'héritière de Suzanne Comère-Sylvain. Je ne sais pas par exemple, parce que c'était à la fois une femme qui se revendiquait militante, même si c'était pas une militante déclarée, mais elle a beaucoup publié au sein de la Voix des femmes. Elle a beaucoup publié, c'est-à-dire c'est une personne qui a posé ce qu'on pourrait appeler les bases épistémiques et théoriques et de la pensée sur le féminisme. C'est-à-dire, en général, quand on parle de Suzanne Comère-Sylvain, on parle de l'anthropologue, on parle de la personne qui a travaillé sur le créole, mais on ne prend pas en compte assez l'héritage et de l'engagement féministe de Suzanne Comère-Sylvain. Parce que Suzanne Comère-Sylvain, même si elle ne se revendiquait pas féministe, mais en même temps, quand on regarde ses écrits, il y a toujours quelque chose qui nous ramène aux femmes, à la réalité des femmes, dans les écrits de Suzanne Comère-Sylvain, dans tous les écrits de Suzanne Comère-Sylvain. Même si elle écrit sur Port-au-Prince, par exemple, il y a un aspect urbain très, très fort dans l'œuvre de Suzanne Comère-Sylvain, en général qu'on ne prend pas en compte. Même dans ces écrits-là, on va voir qu'elle va prêter attention à l'endroit où est-ce que les femmes circulent au sein de Port-au-Prince, par exemple, dans les années 40 et 50. Ça, je pense que c'est très intéressant et c'est aux éditeurs de relire ces livres-là, de les rééditer, de demander à des personnes de faire des analyses sur ces écrits-là à la lumière du féminisme ou bien à la lumière et d'une compréhension qui prend en compte et la manière dont elle avait regardé la situation des femmes à Port-au-Prince ou bien dans la paysannerie haïtienne, ou bien particulièrement à Kespoff, où elle a fait plusieurs études, par exemple. En matière de qu'est-ce qu'on doit lire en Haïti, moi, je pense que en Haïti, il y a la littérature haïtienne, mine de rien, même si on ne prend pas trop en compte le fait, mais il y a toujours un personnage féminin dans beaucoup de romans qui va jouer un rôle central à un certain moment, que ce soit dans Gouverneur de la Rosée, Anaïs, que ce soit dans L'espace de Sim, c'est-à-dire le roman prolétaire avec la figure de la prostituée. Et moi, pour moi, quand je lis ce roman, je découvre le concept de division sexuelle du travail, impérialiste et division sexuelle du travail quand on regarde ce roman. C'est-à-dire, on doit encourager les professeurs à travailler sur ces romans-là et à prendre en compte ces personnages féminins, mais en même temps aussi, il faut former des personnes qui soient à même d'avoir ce regard dans ces romans-là. Parce que n'importe quel roman qu'on lit en Haïti, il y a quelque chose qui se rapporte quand même aux femmes et il y a toujours une dimension féministe. Et je pense qu'actuellement, dans la littérature contemporaine, c'est de plus en plus visible, que ce soit dans Kathleen Moss, que ce soit dans Yannick Lyons ou Evelyn Trouillot, Marie-Célie Gagnon, on va toujours trouver cet aspect-là. Et particulièrement, par exemple, je pense que et sur les questions qui concernent la question du genre, dans la perspective genre, non pas uniquement féministe, Kathleen Moss est en train de faire un travail extraordinaire. Par exemple, elle a parlé sur la question de l'homosexualité et de l'homosexualité masculine dans L'heure hybride, par exemple. Et je Mhm. pense que c'est un roman assez novateur, bon, et très... Bon, pour Haïti, je pense que en général, on ne prend pas en compte ces questions-là. Et je pense qu'elle a le courage de poser ces questions-là sur la table et ça exige effectivement qu'à un certain moment, on soit assez ouvert d'esprit dans une salle de classe pour discuter de ces questions-là avec les étudiants. et toi, de la maison. Oui, brièvement, je dirais, en tant qu'éditeur, oui, la question que tu m'as posée, qu'est-ce qu'il faudrait lire, que proposer? Moi, je pense que, et en tant qu'éditeur,
l'un des rôles que je me suis donné à côté du travail d'éditeur, c'est de voir comment replacer et, la figure de l'écrivaine dans l'histoire de la littérature. Et c'est pour ça que, par exemple, chez les éditions, on a créé une collection qui s'appelle Collection Voix féminines. Vous voyez, pour faire entendre les voix féminines, la voix des femmes. Vous voyez? Et parce que, bien longtemps, parce que l'histoire de la littérature et de la critique littéraire aussi, en Haïti, ça a toujours été appréhendé à partir d'un certain centre, si vous voulez, un certain centrement. Le regard masculin ou le regard masculinisé. Vous voyez ce qui veut dire que la masculinité a toujours été au centre de tout ce qui constitue, en termes de production, le patrimoine littéraire haïtien. Vous voyez? Donc, la femme, l'écrivaine et le personnage, et ça a été servi rien que pour orner et donner vie à des récits. Mhm. Vous voyez? Et ceci dans et dans la vraie vie, et ceci est aussi dans la vraie, comme on le voit dans la vraie vie. Donc, le sujet féminin, la figure féminine, ça a pris toujours la figure d'une aide, une adjuvante, vous voyez, qui accompagne l'homme dans l'accomplissement d'une tâche, une quête ou la résolution d'un conflit. Vous voyez, donc, ce qui fait que euh, 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 et, et- et au-delà de ça, parfois, la femme, elle est employée en tant que métaphore du pays, jamais comme une femme réelle. Et c'est ce qui était arrivé pendant longtemps euh, et aux femmes aussi. Donc, les femmes, elles ont toujours écrit dans la marge, c'est-à-dire à côté. Elles ont toujours été mises à l'écart. Et cela depuis la naissance de la littérature haïtienne. Hein. Donc, dans toute l'histoire, il n'y a pas une époque où elle a bénéficié d'une représentation, je dirais, réelle. Il y a toujours eu un silence. Donc, ce qui revient comme éditeur, c'est avec la création de cette collection, c'est de... Moi, je ne dirais pas silence, je dirais silencement. Oui, Je ne sais pas si ce oui, mot est silencement, silenciation. tout à fait. Parce qu'il y a toujours, il y a un silence. Ouais, il y a un silence. Il y a toujours un silence. Et ça est devenu un fait qui est cautionné, légitimé par l'histoire, par les institutions littéraires, ou si vous voulez, par l'institution littéraire, et aussi par les créateurs. Donc, il faut aujourd'hui questionner. Depuis 2014, on a créé cette collection et on a travaillé aussi sur un portail qui s'intitule Portail des voix féminines haïtiennes, où on a fait un travail d'enquête et on a répertorié plus de 200 femmes, plus de 200 femmes. Le travail n'est pas encore terminé, plus de 200 femmes et écrivains. Et c'est disponible sur le site de la maison d'édition. Donc, ça a permis de voir l'ampleur du travail accompli et, euh, et par les femmes, et aussi en même temps euh, de participer à une forme de retournement de la marge, vous voyez, et dans laquelle les femmes ont toujours été, euh, 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 voilà, et dans l'histoire. Donc, 200, plus de 200 femmes qui écrivent, donc c'est-à-dire il y a de quoi lire. Donc, la question de qu'est-ce qu'on doit lire, euh, certes, c'est une question légitime. euh, C'est une question légitime. Peut-être qu'il faudrait amener euh, sur le terrain scolaire et universitaire, comme l'a dit Sabine tout à l'heure. Vous voyez? Lire Mars, lire une autrice, par exemple, comme Lila Desquiron. Vous
vous voyez, les chemins de Il y a aussi la l'Oconomoa. littérature il y a aussi la littérature Bien sûr, un peu, en Oui, lire par exemple Tifi de Saïka de Seyitio, Sikaïska, vous c'est voyez, lire Écorchée vivante, vous voyez, un ouvrage collectif qui est publié et sous la direction de Martine Fidèle et qui regroupe 9 autrices qui, qui parlent de corps, écorchée vivante. Vous voyez, lire par exemple le roman et lire, par exemple, un collectif qui s'intitule Indécence, vous voyez, qui regroupe aussi, et ça, c'est dans la lignée de la Rose qui parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir de nouvelles figures. Eh bien, c'est un collectif et avec de nouvelles figures d'auteurs et d'autrices qui interrogent le rapport au corps, indécence. Vous voyez, un collectif, 6 figures féminines et 3 figures féminines, je crois, et masculins, je crois. Vous voyez, des auteurs comme, je cite de mémoire, qui sont dans ce collectif, Evans Dossou, Deborah Pepe, et Francisca Mentor, Sybille Claude, vous voyez, Négresse Poula, qui d'autre? Scolaire. Vous voyez? Donc, ce sont des femmes, hein, qui parlent de la question du corps, qui parlent de la question de la domination, de la reproduction. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, il faut lire les nouveaux auteurs et en même temps, il faut penser à lire les classiques, mais aussi lire surtout les, les auteurs qui ont proposé et qui ont permis d'amorcer une réflexion qui porte sur la nécessité de repenser les rapports de sexe, de genre et aussi de classe. Vous voyez, quand je parle de les chemins de l'Okomiwa, ou bien Mhm. Blanche Négresse, et, ou bien Amour, par exemple, Amour, Colère, les deux premiers les deux premières parties de la trilogie Amour, Colère et Folie, Amour, Colère, qui porte la question de l'idéologie de couleur, les préjugés raciaux et les préjugés sur le genre. Vous voyez, donc ce sont les autrices qu'il faut absolument et lire. Voilà, il y en a d'autres. On peut tout aussi lire et sur cette question un roman de Lionel Trouillot qui s'appelle Ne m'appelle pas capitaine. Vous voyez, on a beaucoup parlé des autrices, on n'a pas parlé des auteurs. Il y a des auteurs aussi qui proposent des manières de voir autrement le rapport au corps, à la race et aux femmes, à la sexualité aussi. Donc, Ne m'appelle pas capitaine, c'est un roman aussi qui interroge le corps racisé ou racialisé, si vous voulez. Vous voyez, en mettant en scène un personnage de la classe bourgeoise, Aude, peau cl- peau- avec la peau claire, vous voyez, qui va se retrouver dans un milieu défavorisé où elle va découvrir la misère et elle va et grâce à quoi elle va les stéréotypes qu'elle avait sur le corps noir, sur les pauvres, tout cela, ça va tomber quand elle va faire la rencontre de capitaine. Donc voilà. Et Bon, je pense que j'ai assez parlé, Myrline. merci parce il est déjà 22h15. Bon, on doit finir. Bon, si vous voulez rebondir sur quelque chose, bon, c'est le moment. Vous avez uniquement 5 minutes. Sinon, on ferme la table ronde. Camille, est-ce que tu es là ou Laurence? Oui, Laurence. Oui. Vous avez encore 5 minutes, mais c'est vrai qu'après on va quand même clore parce qu'il commence à être
C'est tard. Ouais. La table ronde est déjà très très dense en fait en contenu. Bon, je ne sais pas si Marie-Larousse veut rebondir sur quelque chose. J'avais tout simplement une simple question, c'est que quand on parle de féminisme, il y a toujours ce mot de potomitan qui revient. Est-ce qu'on peut pas aussi associer le féminisme à la vulnérabilité féminine? Moi, je pense que le terme potomitan, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça met en question, au lieu de rendre service, en fait, ça ne rend seulement pas service à la femme, ça met en même temps en relief sa vulnérabilité. Vous voyez? Donc, dire d'une femme qu'elle est un potomitan, donc pour parler de son courage, de sa résistance, c'est en quelque sorte asservir, vous voyez, assujettir beaucoup plus la femme. Par exemple, exemple concret, on prend un exemple concret, Sabine. J'ai dit de Sabine, en fait, par exemple, on prend une femme qui a élevé toute seule, euh, bon, l'exemple de la monoparentalité, une femme qui élève toute seule ses enfants, Le potomitan n'est pas la monoparentalité, justement. Mhm, qui élève toute seule Attention. ses enfants, par exemple. Il y a un père où quand je dis monoparentalité, c'est pour faire référence au père absent. Toi, tu Non, as non, parlé, certainement pas, le père est là, le père est oui, présent, mais il est absent. mhm, oui, il est absent. mhm, Voilà, le père absent. Oui, je sais que tu en parles. Tu as fait un papier sur la question, c'est l'irresponsabilité, une Non, compétence c'est de ma thèse de dominant. doctorat. Oui, vous voyez, mhm. donc oui, donc ça, ça ne permet pas de vanter effectivement le courage, la persévérance ou la résilience. Non, au contraire, c'est la fragilité qu'il faut voir parce que ça épuise la femme. C'est l'assignation qui est revenue sous une autre forme. C'est la domestication, vous voyez, pas du corps, mais de la femme en tant que sujet. Vous voyez qu'il faut voir. C'est ce qui est caché derrière le terme ou vous voulez l'imaginaire que ça suscite. Le poteau mitant dans la religion vaudou, c'est le poteau qui se trouve au centre du temple et qui fait la liaison entre le cosmos et entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, le visible et l'invisible. Donc, c'est-à-dire que ça a une grande charge symbolique. Eh bien, c'est pareil pour la femme quand on dit d'elle le poteau mitant, qui est le centre du foyer, tout repose sur ses épaules. Vous voyez? Donc, c'est une forme de domestication. C'est la domestication, c'est une forme, une façon de reconduire de façon très douce la violence. Vous Mhm. voyez? De reconduire, de donner vie au patriarcat. Moi, bon, je ne sais pas. Mais bon, Yeah. là, Ça, c'est mon point de vue hein, sur la question. oui, là, je suis d'accord avec, parce que c'est ce que j'ai plus ou moins développé aussi dans ma thèse de doctorat. Pour moi-même, quand on parle de potomitan, c'est beaucoup plus, on est face à quelque chose qui est de l'ordre de l'arnaque. Par exemple, on dit à quelqu'un que tu es une personne forte et que c'est plus une valeur de domination quand on parle de potomitan, parce que tu demandes à une personne, tu surresponsabilises une personne dans un contexte où la personne n'a pas de ressources pour porter les responsabilités auxquelles cette personne-là est assignée. Et à un certain niveau, moi, sur un plan politique, je regarde le potomitan aussi comme c'est le lieu de protection et de la protection sociale dans une société qui refuse aussi de faire de la protection sociale et de construire un État qui soit à même de prendre en charge ses citoyens. C'est comme si on demande aux femmes de jouer le rôle de l'État alors que les femmes n'ont pas les ressources et n'ont pas les ressources et on n'accepte pas que ces personnes-là aussi soient dans l'espace politique pour jouer ce rôle-là. C'est comme si on renvoie le politique au sein de la famille alors que la famille n'a pas les ressources pour prendre en charge. Quand on renvoie le politique au sein de la famille, on demande à une personne en particulier au sein de la famille de prendre en charge le collectif, alors que cette personne-là n'a pas les ressources pour supporter ce collectif-là. C'est pour cela que pour moi, c'est de l'ordre de l'ANA.
quand on parle de potomitan. C'est comme quoi, c'est une forme d'exclusion par l'hommage, pour reprendre la formule de Rancière. C'est-à-dire, on me demande de me mettre en avant, alors que je n'ai rien derrière moi pour me protéger quand je me mets en avant, effectivement. Donc, on dit la même chose. Ouais. Bon, bon, on doit finir. Là, il est 22h21, Camille.